A disparu. Comment survivre dans de pareilles conditions? 94 MHz. Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Il aura vraiment joué de malchance, Théo Luaka, jeune habitant d'Aulnay-sous-Bois de 22 ans, jeudi dernier. Non seulement son pantalon lui est tombé aux chevilles alors qu'il était en train de subir un contrôle d'identité, mais en même temps que ce vêtement suivait une trajectoire inexorable de haut en bas, la matraque d'un des 4 policiers effectuant ce contrôle suivait, elle, une trajectoire inverse au niveau de son postérieur exactement, traversant son caleçon, lui défonçant l'anus sur 10 cm. Là des veines vraiment. Le code pénal, dans son article 222-23, définit le viol comme un acte, je cite, de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. C'est un crime passible de la cour d'assises. Cet acte, continue le code pénal, peut être réalisé aussi bien avec une partie du corps qu'avec un objet. La peine encourue par l'auteur d'un viol est de 15 ans de prison. Alors que l'IGPN, la police des polices, essaye d'enfumer le débat en laissant penser que ce viol serait accidentel, c'est plutôt révoltant. Que l'institution policière cherche ainsi avant tout à couvrir ses troupes, vaille que vaille, contre toute logique, insultant par là même notre intelligence, ça aussi c'est révoltant. Et que le pouvoir politique, par ses reculades sur la limitation des contrôles à répétition ou sur l'obligation pour toute interpellation d'être filmée, est là aussi révoltante. Seule petite éclaircie dans ce déferlement de violence, de bassesse, de lâcheté et d'insultes racistes, parce que Théo a eu droit aussi à des insultes racistes. La justice, qui devant cette pression inqualifiable du pouvoir policier, a simplement répondu qu'on nous laisse bosser tranquille maintenant, tout en maintenant la qualification de viol au vu des images vidéo. Nous sommes en France en 2017 et tout va bien. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir encore par Jérôme. Au programme ce soir, la chronique du temps qui passe de Lucas Lemoff. Nous aurons aussi du cinéma avec Jean-Pierre Lérac. Vous avez bien entendu, cinéma avec Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission et par ailleurs spécialiste de jazz bizarre. C'est vous dire si l'on attend avec impatience cette première incursion sur des terres qui sont d'ordinaire décryptées ici par notre bon professeur Thibault. Et puis entre tout cela, je recevrai Laurent Paris, batteur et percussionniste tout-terrain, qui c'est ainsi œuvre dans un trio enthousiasmant, Facteur Sauvage, trio qui, soit dit en passant, jouera le 17 février prochain, c'est-à-dire vendredi prochain au Taquin, mais on en reparlera tout à l'heure. Également présent dans cette émission ce soir, Yann Valade, le directeur de la Cave Poésie, pour l'opération La Poésie est dans la rue, qui a commencé mercredi dernier et se poursuivra jusqu'au 22 février prochain. Mais on commence, comme nous commençons toutes les semaines, par la nouveauté de la semaine. Né de la rencontre des musiciennes de Cheveux, groupe arty électropunk français, et des Sahraouis de groupe Dawed, légendaire formation développant une musique de trance mystico-électrique, l'album Dakhla Sahara Session était sur le papier improbable. Et c'est tout naturellement d'un ovni discographique qu'accoucha cette session d'enregistrement de janvier 2016. 2 identités artistiques en tout point différentes pour une rencontre entre 2 groupes plutôt qu'entre 2 cultures de formation arrivant à s'écouter, à cohabiter sans laisser une part de leur signature musicale à la porte du studio pour un album de crossover
plutôt magique d'Aqua Sahara Session, dans la réunion de groupes d'Aoué et de Cheveux. On les écoute tout de suite. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Voilà, c'était donc Cheveux et groupe Doué, album absolument gigantesque. Je vous rappelle le titre, d'Aqua Sahara Session. Et tout de suite au téléphone, Jean-Pierre Lérac, bonsoir. Bonsoir. Jean-Pierre Lérac, pas de peau, il est allé dans les Pyrénées dans la semaine, il est revenu avec une grosse grippe. Eh oui, malheureusement, je ne peux pas être avec vous, mais voilà, je vais quand même essayer de faire ma petite chronique. Pour une fois, je fais une chronique cinéma, je voulais pas manquer ça quand même. Ouais, et nous non plus, c'est vrai que celle-là, on l'attend avec impatience. Donc Jean-Pierre Lérac, vous allez voir aussi des films. Voilà. Oui, surtout qu'en ce moment, j'ai un peu le temps, donc puisque, voilà, en fait, je vais pas rentrer dans ma vie privée, ça regarde personne. Donc voilà, tout d'abord, je voudrais quand même mettre au clair les choses, parce que j'ai pas du tout l'intention à terme, bien sûr, de remplacer le bon professeur Thibault. Là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, puisque c'était un film musical, donc j'avais sur un petit coup de cœur, j'avais envie de parler de ça. Voilà, donc que le bon professeur Thibault se rassure. Voilà, je n'ai pas du tout. Vous ne postulez pas à sa place. D'accord. Ben voilà, il fallait quand même le dire. Donc nous allons parler de Gim Danger. Gim Danger. Alors c'est vrai que l'actualité sur ce film est un peu moins brûlante, puisqu'on devait faire la chronique la semaine dernière. Mais oui. Jean-Pierre, on a quelques petits problèmes. Jean-Pierre Lérac, si vous nous entendez, là, vaudrait mieux téléphoner d'un fixe. Le portable actuellement ne passe pas du tout.
Bon, on va peut-être écouter de la musique et notamment le groupe dont Jean-Pierre voulait nous parler, puisque Gimme Danger, un film de Jim Jarmusch, est un documentaire retraçant tout simplement l'histoire des Stooges, vieux groupe de proto-punk des années fin 60 de Détroit. Et donc Jim Jarmusch s'est attaché à l'histoire de ce groupe amené par le mythique Iggy Pop. On écoute tout de suite un des premiers morceaux qui les a fait connaître, à I Wanna Be Your Dog, les Stooges, et on essaie de récupérer Jean-Pierre Lérac. À tout de suite. Jean-Pierre Lérac. Oui, bonjour, nous avons un petit problème technique. Décidément, je préfère être au studio, c'est quand même plus simple. C'est quand même plus simple. Donc, je disais que Gimme Danger, un film de Jim Jarmusch, retraçait un peu l'histoire d'un groupe mythique de Détroit des années 60. Donc je disais également que quelqu'un qui ne s'intéresse qu'à Jim Jarmusch ne trouverait pas forcément son compte, puisque c'est quand même c'est vrai qu'on lui conseillera lui plutôt d'aller voir l'excellent Patterson, je pense qu'il a dû avoir l'idée. Alors c'est vrai que mis à part quelques échappées humoristiques d'images off, dont il abuse d'ailleurs un petit peu, c'est pas vraiment le point fort du film. C'est quand même assez sobre, donc efficace, inspiré. Mais voilà, donc c'est quand même on sait que Jim Jarmusch est un fou de musique, parce que la musique a toujours été présente dans tous ses films tout au long de sa filmographie. Bon, mais la force du film là, c'est Iggy Pop qui est au centre du film. C'est lui qui raconte tout le long du film, qui raconte l'histoire des Stooges, avec évidemment beaucoup d'humour. On découvre ce personnage finalement assez mystérieux. Et donc voilà, il raconte cette histoire passionnante de ce groupe. Bon, l'amitié avec les frères Ashton avec qui il a monté ce groupe, qui a été tout le long de sa carrière, tout le long des Stooges. Alors le parcours chaotique de ce groupe, alors évidemment il y a eu des moments d'échéance, des moments de gloire, des moments, c'est vrai que c'était assez déchiré comme parcours. Bon, évidemment il y avait toujours la drogue qui était présente, parce que dans ces époques-là il y avait toujours des moments, c'était quand même, ça faisait partie de ce moment-là, et également cette extrême fragilité de ces musiciens, autant du rock que de jazz. En fait, tout ce qui fait cette période incroyable de liberté et de folie surtout. Voilà, donc il parle aussi de beaucoup de tous les musiciens qui ont entouré les Stooges. Bon, évidemment en premier les MC5 qui était l'autre groupe de Detroit, qui est du Michigan. On a souvent considéré que c'était un peu leur rival, à tort un peu, parce que c'est vrai que c'était plutôt leur moteur, c'était un peu leur grand frère. Alors c'est vrai que les Stooges étaient moins impliqués, parce que les MC5 étaient très politiques, très anarches, et que les Stooges, eux, ils étaient plutôt portés sur autre chose, sur la musique tout simplement. Il y a eu quand même le Velvet aussi, qui a eu une importance dans l'histoire des Stooges, avec en particulier Nico. Également Bowie, parce que Bowie aimait beaucoup les Stooges, qu'ils avaient invité d'ailleurs un concert à Londres. Bon voilà, et donc on a également quelque chose qui est assez frappant de cette période, c'est l'importance et le rôle qu'a chaque ville aux États-Unis. C'est comme s'il y avait une hiérarchie. Je crois qu'il y avait le blues à Chicago, il y avait le showbiz plutôt en Californie. Alors c'est vrai que là où ils étaient, à Narbour, Detroit, c'était les villes industrielles, c'était là que naissait le rock dur. Le rock dur, oui. Et aussi New York, un peu l'apogée. Bon, après l'apogée était vraiment les tournées en Europe. Donc c'est vrai que chaque ville était marquée, et je crois que c'est quelque chose qui existe encore, cette espèce de hiérarchie entre les villes. Chaque ville est marquée musicalement. Alors après, eux, par contre, dès qu'ils ont été confrontés à tout ce monde du showbiz, il y avait une vraie répugnance de tout ce qu'il y avait autour du showbiz. Que montre le film de Jarmusch ou pas du tout ? Pardon ? Que montre le film de Jarmusch ou pas du tout, cette répugnance à côtoyer le showbiz ?
C'est-à-dire à un moment donné ils sont invités parce qu'à un moment donné il y a toujours des requins comme ça qui essaient de faire de profiter de succès au moment où ils étaient au sommet de leur gloire. Il y a toujours des gens qui essaient de profiter de ça. Bon, eux ils étaient suffisamment instables pour absolument ingérables, donc ça n'a jamais bien marché. D'ailleurs il dit à un moment donné la musique est la vie. Et la vie n'est pas business. Donc voilà, donc eux vraiment c'est quelque chose qui les a toujours repoussés. Bon voilà, donc ça c'est Gimme Danger de Jim Jarmusch, un film un film documentaire retraçant la carrière des Stooges avec. Je ferai juste une petite réserve quand même, parce que j'en ai une, je me suis régalé évidemment, parce que beaucoup dimanches de concert avec les incroyables prestations de Guy Pope avec ses contorsions, cette énergie scénique qui a valu d'ailleurs le surnom d'Iguane. Mais une frustration, c'est que on aurait aimé évidemment avoir des morceaux de live un peu plus longs. On reste un peu frustré avec ça, mais c'est souvent le cas sur des documentaires comme ça. En tout cas, bon, ça file envie d'aller réécouter les Stooges. Et de se replonger dans leur discographie. Comment ? Et de se replonger dans leur discographie. De se replonger dans leur discographie, mais en tout cas aussi d'aller voir, tant qu'il est encore à l'affiche, ce remarquable film à l'américaine Cosmodrome. Voilà. Donc voilà, Gimme Danger de Jim Jarmusch. Et puis, avant de se quitter, Jean-Pierre, peut-être 2 mots sur la soirée Mixar de ce soir ? Voilà, alors la soirée de Mixar qui est un peu particulière parce que bon, c'est organisé par l'Archel Le Yucca, et l'Archel Le Yucca qui sera orphelin de Manu puisqu'il est au fin fond de l'Asie, et la vie continue à l'Archel Le Yucca. Donc ça sera une soirée à Myrise. Évidemment les soirées à Myrise, on connaît, c'est des soirées qui durent toute la nuit avec beaucoup et donc on va retrouver encore une fois, bon c'est vrai qu'ils adorent ça, ils ont un public de fans ici, le groupe lyonnais Les Schroms. Et l'autre particularité, c'est une autre formation qui est avec Antoine Mermet, qui est le chanteur et saxophoniste des Schroms, qui là va présenter un nouveau projet à lui, un nouveau projet qui est tiré d'une expérience solo que vous avez d'ailleurs, je crois, subi un petit peu à Luge, je me souviens bien. Oui. Donc là, il va continuer ce projet avec d'autres musiciens. Quoi. Voilà. Donc ça va être encore une soirée très chargée comme on a l'habitude en Archer de l'Uyuka. Le solo de Luz où il a joué avec de l'eau pendant 3 quarts d'heure était effectivement assez pénible. Peut-être qu'avec des musiciens ça va le faire. Mais voilà, j'aurais aimé malheureusement l'état. Eh bien, je vous raconterai parce que je vais aller y faire un tour. Donc ce soir à Mixar Myris, grosse soirée avec notamment un Schrom sur la scène de Mixar Myris, soirée organisée par un archer dans le Yucca. Jean-Pierre Lérac, on va peut-être vous en rester là pour ce soir. Vous êtes encore plus bavard au téléphone que lorsque vous êtes au micro, mais peut-être parce que quand vous êtes en face de moi, j'arrive à vous canaliser. En tout cas, maintenant, il vous reste plus qu'une chose, une tisane et au lit, en espérant que d'ici la semaine prochaine, vous vous rétablissiez. Voilà, merci. À bientôt Jean-Pierre. Et demain, il y a quand même France-Écosse. C'est après-demain. Oui, c'est après-demain, c'est vrai. Donc, il y aura un après-midi de repos. À la semaine prochaine. Ok, merci. Au revoir. Vous croyez qu'en radio, ça va marcher, ça ? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Allez, on continue avec Laurent Paris. Bonsoir Laurent Paris. Bonsoir. Musicien très connu de ce côté-ci de la Garonne. On vous a vu jouer avec des tas de formations, autant des formations de jazz que des formations, j'allais dire, de musique de monde. Je me souviens vous avoir vu jouer régulièrement avec Nadine Rosello, par exemple. Oui, tout à fait. Avec des vieux musiciens toulousains, puisque vous faites partie de cette génération quand même qui est apparue à Toulouse dans les années 90, on va le dire comme ça aussi. Voilà, moi je suis arrivé à Toulouse exactement, enfin j'ai jamais habité Toulouse, j'ai habité la région toulousaine en 96. Voilà. Et c'est vrai que ça vous empêche pas de frayer régulièrement avec la jeune génération, et si je me souviens bien, il y a deux mois et demi, j'ai cru vous voir justement sur la scène de Mixar Myris avec le BDC enlargé. Tout à fait, c'était une très très belle soirée aussi d'un archer dans le Yucca. Voilà, pour une création
c'était un concert unique, puisque j'espère, a priori, il va y en avoir d'autres. Donc c'est pas unique. C'était une proposition du Yuka, en fait. C'est le Yuka qui a proposé à BDC BDC Label d'écrire une musique pour une formation un peu plus étoffée. Voilà, et ils ont écrit de la très belle musique. C'était vraiment chouette. C'est des jeunes musiciens que j'apprécie énormément. Et ils m'ont invité, j'étais content d'être là. Et c'est vrai que j'espère qu'il y aura des suites. Sur ce concert-là, le souvenir que j'en ai, c'est d'avoir vu un électron libre sur la scène, un petit zébulon qui savait plus trop où se mettre et qui tapait partout, avec plutôt un côté assez furibard. Cette scène toulousaine là que vous voyez quand même bouger un tout petit peu, même si vous êtes dans le Gers, vous êtes quand même suffisamment à Toulouse pour voir cette jeune scène émerger. Comment vous la trouvez par rapport à ce que vous avez connu au milieu des années 90? C'est assez différent, mais la musique évolue dans le bon sens, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement. Je pense qu'il y a toujours eu... C'est une ville très musicale, Toulouse. Depuis pas mal de temps, je pense, et ça continue, ça perdure, et c'est plutôt bien. Moi, je vois beaucoup de belles choses qui sortent d'ici. Après, le petit souci de Toulouse, c'est que quand on bouge, je trouve que c'est une ville un petit peu enclavée, qui tourne un peu sur elle-même. Mais c'est vrai qu'on a un peu tout ici. Mais je pense que c'est juste le petit bémol que je pourrais dire, c'est ça. C'est peut-être des fois de la difficulté à aller à voyager pour tout ce qui se produit de qualité à Toulouse. Mais certains y arrivent et c'est tant mieux. Certains y arrivent moins bien et c'est un peu ça, je pense, qu'il faudrait pousser, qu'il faudrait soutenir un peu le goût d'aller voir ailleurs ce qui se passe et de faire des échanges. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire avec le collectif Freddy Moraison, dont on va parler. Et avant de parler de Facteur Sauvage et donc du collectif Moraison qui fête ses 15 ans, ses 15 ans d'existence cette année, au niveau vous parliez de voyages et de rencontres, c'est ces rencontres-là qui ont enrichi votre jeu? Les voyages, certainement. Enfin, oui. Quand je dis voyage, je dis rencontre musicale. Oui, c'est vrai que des musiciens, vous en avez rencontré des tonnes. Mais, oui, certainement. Je sais pas, j'ai pas vraiment réfléchi à ça, mais je pense que c'est un peu inévitable quand tu rencontres des gens, que tu les croises sur la scène ou que tu les croises dans un festival, que tu les écoutes. Les choses après, des fois c'est avec du temps, mais... quand tu es musicien, tu t'imprègnes de ce que tu entends, donc c'est plus ou moins inconscient, mais oui, bien sûr, tous les gens que j'ai croisés, alors il y en a qui m'ont plus marqué que d'autres, quoi, mais... Allez, des noms, c'est le moment d'en citer quelques-uns. Oh non, j'ai pas de nom particulier, non, ça, je suis pas trop, c'est pas mon délire là, de me dire, lui c'est le super truc, et non, j'ai pas la hiérarchie, les noms, les citations, tout ça, c'est pas mon truc du tout. Donc il y a tellement de musiciens que j'aime et que j'ai aimé que ce serait trop long. Au niveau des projets actuels, donc il y a Facteur Sauvage qui arrive, mais enfin qui n'est que l'extension d'un trio qui existe depuis 5-6 ans et qui a été réactivé l'année dernière. Enfin, c'est peut-être pas si vieux, mais enfin, il y a Mathieu, c'est ça. Les premiers concerts, lorsque vous n'étiez pas batteur de cette formation, je crois que c'est les premiers morceaux, c'est il y a 4 ans. Mais en fait, c'est un nouveau projet, c'est complètement autre chose, quoi. Donc vous racontez vite la genèse de ce trio. Il y a Mathieu Sourisseau qui avec Daniel Scalier, qui est un chanteur de Dijon, qui ont invité un batteur américain qui s'appelle Michael Zerang il y a quelques années pour mettre en musique les textes de Daniel. Et voilà, il y a eu une expérience assez courte en fait, je pense que ça n'a pas trop marché là, entre eux. Et suite à ça, on a eu la chance que la Cave Poésie de Toulouse propose à Mathieu et Daniel de rejouer, de rejouer cette création. Et du coup, Mathieu Sourisseau, que je connais depuis pas mal de temps, m'a demandé de venir faire la batterie, les percussions à la place de Michael.
Et voilà, donc ça s'est fait. Donc on a eu l'opportunité de jouer ça l'an dernier pendant des tours de chant à la Cave Poésie. Et c'était un petit peu un entre-deux entre eux, ce qu'ils avaient pu faire avec Michael Zerang sur la première création et ce qu'on a eu envie de faire ensemble une fois qu'on a commencé à répéter tous les trois. Et donc on était un petit peu entre deux univers, là c'était un peu à la frontière. Et après cette semaine à la Cave Poésie, on a vraiment pris la décision et on a pris une optique musicale radicale et vraiment très précise sur laquelle on est actuellement. On a sorti un disque du coup très rapidement derrière parce que musicalement en fait on va très très vite. Ça va très très vite. Et cette option, si vous pouvez nous la définir vite fait. Alors, c'est une énergie assez rock quand même. C'est des formats plutôt chansons. Et à partir de là, il y a une très belle littérature de Daniel qui est bilingue. Il est franco-américain, donc il écrit dans les deux langues. Ouais, il privilégie surtout l'écriture en anglais. Mais je sais pas. Après, il faut venir voir. Il y a un gros son de guitare-basse de Mathieu. Et... je pense qu'il vaut mieux écouter, t'as qu'à mettre un morceau. On va mettre tout de suite. Je sais pas quel morceau t'as choisi. Un premier morceau, si je me souviens bien et si je regarde vite fait mes notes, The Simple Soul. Parfait. Deuxième morceau de l'album. Parfait. Voilà, donc tout de suite, Facteur Sauvage. Et on reprend la conversation juste après. Wake up, shake up, and save your soul. Wake up, shake up. And save your soul. Forget about your makeup. Forget about your startup. Shake up and save your soul. Save your soul. Soul, men of arts, men of heart, grab your ways and means, make noise and clash, learn a new way to march, raise your wind and burn your clouds, raise the dream that make you loud, paddle your way, paddle your way. Through this land of silk and money, you have in hands through milk and honey. Men of arts, men of heart, whisper that simple song. It is an underworld call. It is an underworld call. Wake up, shake up, and save your soul. 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 You're my sisters, you're my lovers. You're my power, you're my labor. You're my never-resting song. You're my everlasting call. Hands, you're my sisters, you're my lovers. Hands, you're my power, you're my labor. Hands, you're my never-resting song. Hands, you're my everlasting call. Men of arts, grab your ways and means. Whisper that simple song. It is an underworld call. Save your soul. Voilà, donc premier extrait de ce premier album du Facteur Sauvage. Vous l'avez compris, musique plutôt sauvage pour le coup. Free noise, rock noise, enfin ce qu'on veut, ça fait beaucoup de bruit. Vous êtes que trois, hein On n'est que trois. Daniel Guitare, Scaliette basse, jouant batterie. de temps en temps de la guitare. Non.
l'an dernier, il mais le là, faisait. Pas du tout. Non, on a pris une option radicale avec ce trio et c'est très bien. Donc, ce qui fait qu'il n'y a que 2 instruments. La batterie et Mathieu Souriceau, guitare ou basse. Mathieu joue que de la basse. De la basse électrique à 4 cordes. Mais il en joue comme un guitariste. Il a un jeu de guitariste. C'est ça qui fait un peu la particularité du jeu. Et la particularité du son là, c'est que ça évoque aussi un groupe comme Morphine, par exemple, qui avait ce côté un peu rêche aussi dans les arrangements. Bon, il y avait un saxo en plus, mais ils avaient quand même ce côté assez rêche dans les arrangements. Oui, non, mais... Oui. C'est pas faux. Voilà, donc ce côté sauvage, c'est complètement assumé. Côté sauvage que l'on pourra découvrir donc la semaine prochaine, le 17 au Taquin, un double plateau avec un groupe de Bordeaux. Deux mots sur ce groupe. Voilà, donc le 17 février au Taquin, on jouera avec Facteur Sauvage. C'est une soirée organisée par Freddy Moraison, le nouveau collectif. Et en invité, il y aura un duo de Bordelais qui s'appelle Ruland. Alors, le duo, c'est Mathias Pontevia et Yann Savoya. Un duo guitare-batterie. Entre free et rock. Voilà, donc, c'est bien énervé aussi. Dans la même esthétique que celle que vous proposez avec Facteur Sauvage. Je pense que ça va être une belle soirée assez cohérente et assez plaisante. Vous parliez tout à l'heure de Freddy Moraison, donc venons-en aussi à ces 15 ans. Ce concert, c'est le premier événement qu'ils organisent dans l'année. Il va y en avoir plusieurs autres, notamment une collaboration avec Un pavé dans le jazz le mois prochain, au mois d'avril. C'est vrai que là, jusqu'en juin, ça va être rythmé par des événements comme ça pour fêter donc 15 ans d'existence d'un des rares collectifs de musiciens et de diffusion qui proposent des musiques du côté justement du rock, du free rock, du free jazz, avec des groupes comme No Noise No Education pour situer un peu les choses, le Tigre des Platanes, donc vous-même Facteur Sauvage. Voilà, et pas mal d'autres projets. Il y a un magnifique duo, Christine Vaudrasca et Métio Owet. Voilà, qu'on a pu voir au Théâtre du Pavé le mois dernier. Très très beau. Il y a Bedmaker, la dernière création de Robin Finker avec Fabien Duscombe et Mathieu Wachowski. Autour des musiques folkloriques britanniques. Ça prend une tournure assez multiple, Freddy Moraison. Ça, c'est en train de... Je fais partie des derniers arrivants dans ce collectif. Il y a des gens qui sont depuis le début, comme Marc Demro, Mathieu Souriceau... Fabien Duscombe. Et le milieu toulousain fait qu'on se côtoie depuis pas mal d'années, mais voilà, ils m'ont demandé d'intégrer ça. Et c'est vrai que l'avantage de collectifs comme ça, c'est qu'effectivement, ils fixent sur Toulouse un certain nombre de projets musicaux. Mais ils fixent et ils proposent, et là, l'idée, c'est quand même d'être... en proposition, c'est-à-dire d'organiser des soirées, proposer des choses, ne pas être qu'une boîte qu'un collectif de production et de financement et de diffusion. Et donc là, l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer des choses concrètement, monter des soirées, organiser inviter des musiciens de collectifs d'autres villes en France ou à l'étranger. Et voilà, c'est ce qu'on commence à faire là, avec cette soirée du 17 en invitant ce duo de Bordeaux. Et il y en aura d'autres. Il y a donc 2 soirs de prévus en mois d'avril, le 8 et 9 avril. Il y a une autre soirée de prévue au mois de mai, dont j'ai oublié la date. Il y aura des choses à l'automne aussi. Oui, et si je me souviens bien, il y a des choses qui sont prévues dans un prochain Mathieu Shoes qui devrait avoir lieu fin septembre, début octobre. Carrément, voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est l'actualité de Freddy Moraison. Mais Freddy Moraison, on les invitera au mois d'avril pour vraiment parler de ces 15 ans d'activisme musical sur Toulouse. Pour revenir au facteur sauvage, un album viennent de sortir, donc je suppose qu'on pourra se le procurer au Taquin la semaine prochaine. Il y a un certain nombre de concerts là qui s'annoncent ou pas. Ça a été l'occasion pour vous d'aller exporter un peu la musique? En février, là, comme il y a cette soirée du 17, du coup on en a profité
pour monter une petite tournée régionale, je dirais, dans le sud, là. Donc on va enchaîner 7 ou 8 dates dans le sud. Et après, il y a des choses qui sont... On a déjà calé une période au mois d'avril pour enregistrer le 2e album. Parce qu'on écrit, en fait, on écrit beaucoup. Et donc vous voulez voilà, le graver l'idée, c'est de faire des albums peut-être courts, mais d'en faire... de manière régulière. De manière régulière pour garder avoir toujours de la fraîcheur dans la musique. Quoi. Et pour se rappeler à notre bon souvenir. Voilà. Bon. Donc en avril, on va enregistrer un 2e album. Et après, il y aura des dates en juin, je pense. Bon. Et normalement, il y a une tournée qui se monte là pour début octobre. On s'en fera l'écho ici, enfin si ça passe par la région, parce que c'est pas la peine d'annoncer des concerts à Paris. De toute façon, on n'ira pas. Et vous l'aurez compris, si vous écoutez cette émission, Facteur Sauvage, un groupe qui a plein d'idées et qui a plein de partis pris. Et c'est plutôt sympathique de voir des musiciens partir sur une ligne esthétique et d'essayer de s'y tenir. Donc Facteur Sauvage, 17 février, c'est vendredi prochain, au Taquin, avec un autre duo bordelais qui partagera la scène, Ruland. Voilà. Laurent Paris, merci d'être venu nous parler de ce groupe ce soir. On va écouter tout de suite un 2e morceau de Facteur Sauvage, et je pense que cette fois, c'est le bon. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout de s'enfler avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Bouh.
Yann Valade, bonsoir. Bonsoir. Yann Valade, directeur de la Cave Poésie, qui a été célébré ici même il y a 10 minutes par Laurent Paris pour le trio Facteur Sauvage, mais également programmateur d'une manifestation qui en est à sa 2e édition, La Poésie dans la rue, manifestation qui a commencé ce mercredi, qui va se dérouler jusqu'au 22 février. En 2 mots, l'objet de cette manifestation ? Mettre la poésie dans la rue. Oh, super. Ça c'est de la réponse. Non, en 2 mots, c'est l'envie d'utiliser les espaces publicitaires, les sucettes de co, en les détournant, en offrant cet espace à des poètes, à des poétesses pour qu'ils s'amusent et qu'ils nous donnent à voir le monde autrement. L'année dernière, on avait proposé cette opération à Thomas Dedé, qui est un graphiste qui travaille notamment à Théa, avec IPN, et on lui avait donné 10 phrases de Serge Pey, de Fabienne Hiver, de Spinoza, de Camus, et qu'il avait donc travaillé au niveau graphique sur des affiches fluo, donc en détournant vraiment ces codes des grands centres commerciaux, le 10 kilos de rôti de porc écrit aux gros stickers sur des affiches jaunes, quoi. Donc là, c'était comme ça dans la rue, et cette année, on a eu envie d'offrir cet espace à Fabienne Hiver, qu'on accueille donc à la cave toute cette saison, une poétesse qui nous vient de Marseille et à qui on a offert la ville de Toulouse comme un grand terrain de jeu. En ce moment, jusqu'à fin avril, il y a toute une exposition à la médiathèque Cabanis, 30 ans de travail, une grande rétrospective, ça s'appelle Vous m'en direz des nouvelles. Et en ce moment, donc, dans les rues de Toulouse, 50 affiches qu'elle a réalisées, dont elle a fait à la fois le graphisme et à la fois le texte. À la cave, on adore vraiment son regard sur le monde, c'est sa façon de décaler le quotidien et de nous interpeller, de nous donner à penser, voilà. Donc, avant de revenir un peu sur le travail de cet artiste, vous dites que vous offrez des espaces à des artistes. Qui c'est qui vous les offre ? Ces espaces-là. Donc vous disiez, on utilise les lieux DECO. C'est DECO qui vous met à disposition ces lieux-là ? Non, en fait, c'est la mairie qui a les dos, c'est ce qu'on appelle les dos mairies, c'est-à-dire sur les sucettes, en fait, il y a quand vous êtes dans la rue, sur votre droite, vous avez la sucette, donc ça, c'est un espace commercial qui est hyper important pour Deco. Et le dos de cette sucette, qui est visible donc quand vous êtes de l'autre côté de la rue, mais moins bien visible, c'est un nombre... C'est la mairie. C'est appartient à la mairie, et il suffit d'en faire la demande pour l'avoir. Et on le lui offre en ce sens où, en l'occurrence, il a fallu payer l'impression de toutes ces affiches. Ceci dit, on l'a fait grâce au soutien de l'imprimerie Ménard, vraiment qu'on remercie parce que ils nous ont fait ça vraiment à très très bas prix pour cette opération poétique. Donc oui, c'est l'envie d'utiliser ces espaces. Alors il y a les anti-pubs qui font un boulot absolument extraordinaire tous les week-ends avec des grandes feuilles de papier craft qui viennent recouvrir ces sucettes avec des slogans qui sont vraiment, si c'est gratuit, c'est que c'est vous la marchandise, ou des choses comme ça qui sont vraiment super. Et là voilà, on trouvait intéressant d'utiliser ces espaces pour ne rien vendre, si ce n'est donner à lire un peu de poésie. Justement, la poésie, c'est vrai que fut un temps, il y avait tout un mois sur la poésie à la CAFPO. Cette année, vous avez plutôt pris l'option d'en mettre régulièrement sur l'année ? Tout un mois, disons que vous parlez du Printemps des Poètes. Voilà. Oui, alors bon, historiquement la CAFPO, enfin Serge Pey qui est le président de l'assaut de la CAFPO, s'est positionné contre de façon virulente. À l'époque, il avait écrit un texte en disant que c'était des gros cons, que de toute manière la saison des poètes c'était l'hiver, c'était pas le printemps, qui comprenait rien. Nous, de façon plus humble, l'idée c'est voilà. Serge Pey est un éternel bougon. Voilà. Non, mais qui a de belles visions, ceci dit. Ce qui n'empêche pas. Mais bon, nous on n'est pas à cet endroit-là, donc il y a effectivement le Printemps des Poètes, mais si on devait que se cantonner à un mois, on en perdrait 11. Ce serait bien dommage de pas mettre la poésie partout. Donc voilà, c'est l'envie vraiment de surprendre les Toulousains, les Toulousaines, chaque fois dans leur pratique, dans leur quotidien. La place de la poésie dans le milieu artistique actuel, c'est vrai qu'on en entend de moins en moins, on en voit de moins en moins, et pourtant on voudrait nous faire croire que la poésie elle est partout.
Qui voudrait faire croire que la poésie est partout? Non, je sais pas. Je pense qu'au contraire, c'est un mot qui... C'est le discours ambiant de tous les gens qui sont dans le milieu littéraire, en disant la poésie, il y en a partout. Ah oui, alors, mais ça, c'est le regard qu'on porte sur le monde. Ça, oui, la poésie, elle est partout. Mais il faut apprendre à voir. Et c'est ça que le poète doit faire. C'est-à-dire que l'artiste, il a un regard sur le monde que nous n'avons pas. Et l'intérêt des artistes, c'est qu'ils nous le font partager. C'est qu'ils nous ouvrent des perspectives. Quand je pense souvent à Armand, le sculpteur, qui faisait des compressions. Qui faisait... non, ça c'était César. Mais Armand faisait aussi. Ouais. Mais je me souviens des poubelles, en fait, qui faisaient transparentes et tout ça. Et en fait, quand je vois aujourd'hui les poubelles transparentes qu'on a à cause de Vigipirate, mais finalement je trouve ça génial. C'est à chaque coin de rue on a une sculpture d'Armand, on s'en rend même pas compte. Et c'est vraiment ça. Les artistes, cette façon de... C'est des visionnaires. Peut-être des visionnaires. Non, mais c'est vraiment ça. C'est comment décaler notre quotidien, nous le faire voir différemment, nous permettre de changer la perspective. Je pense justement à Fabienne Hiver, elle a une phrase géniale sur la perspective. L'horizon est sans perspective, première leçon d'optique. Putain, c'est génial. Parce que, évidemment, quand je regarde l'horizon, il n'y a pas de perspective. Et quand on le voit d'un point de vue politique, c'est vertigineux. Et ce qui est super, c'est qu'elle... Fabienne Hiver, un jour, dans un interview qu'elle faisait avec François Morel, elle disait je parle de choses sérieuses sans avoir l'air d'y toucher. Et c'est ça qui nous plaît chez elle, cette petite touche d'humour. Il y a une phrase, justement, une affiche là que vous pourrez trouver dans ces 15 jours dans la rue, c'est tirer le diable par la queue, c'est pas une question sexuelle. Voilà, c'est tout con, ça fait rire, mais bon, il faut y penser. Ou une autre, c'est souvent j'oublie d'être libre et c'est pas une question de mémoire. Alors celle-là, je crois que voilà, on la prend et puis on va la penser longtemps parce que c'est extraordinairement vrai. Alors c'est sûr que si on attend de la poésie épique, de la poésie fleuve, torrentielle, qu'on est payé au mot, là on se dit oh putain, là j'en ai pas pour mon argent. Mais c'est ça aussi qui est beau. C'est à la cave poésie, on a toutes sortes de poésie, évidemment avec Serge Pey qui est un poète tellurique, un poète chamanique. On a ce monstre qui est là, qui est extraordinaire. Et inviter Fabienne Hiver, c'est justement décaler ça, montrer que la poésie elle peut être autrement. Quand elle dit tu y as cru, c'est pas du tout cuit, c'est pas une question de cuisson. C'est pareil. Voilà, c'est vrai ça, putain, tu y as cru, c'est pas du tout cuit. Allez, ok, va. Donc les affiches sont à voir sur des lieux dédiés à la publicité. Les affiches vont devenir quoi ensuite? On va pouvoir en récupérer quelques-unes. On espère que Deco va pouvoir nous les rendre. L'année dernière, il l'avait fait, mais bon, ça a été assez compliqué parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de le faire, ils les jettent. Donc là, on va essayer d'en récupérer un peu. L'année dernière, le musée de l'affiche avait acheté un jeu complet pour l'intégrer à sa collection. On va voir si cette année, ils acceptent aussi d'intégrer cette collection à leur fonds. Et puis, il y a effectivement des affiches qui sont à vendre à la CAFPO. Celles de l'année dernière, d'ailleurs, on les a en stock, elles sont à vendre. Pour nous permettre justement de reconduire l'opération d'année en année, essayer un peu de pérenniser ce travail-là. Voilà, c'est une envie d'offrir de la poésie dans la rue. Alors, si vous nous écoutez, que vous êtes du côté de la parapharmacie Lafayette, ouvrez les yeux, vous verrez, il y en a deux qui sont par là-bas. Très bien, donc voilà, ça se passe à Toulouse, partout en ville. La poésie dans la rue, opération montée par la CAF Poésie pour la 2e année consécutive, avec des affiches poétiques dispersées un peu partout en ville. Ça jusqu'au 22 février prochain. Et si vous envoyez, n'hésitez pas à prendre des photos et à nous les envoyer sur le Facebook de la CAF, parce que comme on ne sait pas où elles sont, puisque Deco refuse de nous le dire, on cherche partout où elles sont pour prendre des photos. Donc si vous en croisez sur votre chemin, prenez-les en photo, envoyez-les nous sur le Facebook de la CAF Poésie. Très bien, Yann Valade, merci d'être venu nous parler de cette opération et à très bientôt. Merci à vous.
Voilà, dernière chronique de cette émission un peu agitée comme d'habitude. On va finir à la bourre. Lucas Lemoff pour une nouvelle chronique du temps qui passe. Oui, bonsoir. Bonsoir. Dimanche dernier, le candidat à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon Superstar a fait une grande première. Il a organisé un meeting à Lyon où il était en chair et en os et en même temps il procédait à une captation pour qu'on le voie en direct à Paris sous la forme d'un hologramme. Hologramme qui devenait donc un ersatz de Mélenchon, une pâle copie. Et quand je dis pâle, c'est vraiment pâle, vous voyez, même carrément translucide. Attention, pâle copie de Mélenchon ne signifie pas Benoît Hamon. Si Benoît Hamon est effectivement une pâle copie de Mélenchon pour l'instant, ne vous inquiétez pas pour qu'au prix de quelques ralliements et de quelques bons soutiens de l'appareil socialiste, la copie ne s'affranchisse franchement de son modèle, si c'est pas déjà fait d'ailleurs. Bref, ce procédé présentait donc deux aspects intéressants. L'aspect fictif, je parle pas d'emploi, je parle juste de l'aspect. La fiction sous la forme de l'hologramme, Jean-Luc H, le faisceau fantomatique virtuel. Et l'aspect réel, la réalité, Jean-Luc M, le modèle en chair et en os pour faire exister le double. Si Jean-Luc M à Lyon partait du champ de captation, Jean-Luc H à Paris disparaissait aussitôt. En d'autres termes, point de fiction sans réalité. Tout comme les petits existent parce qu'il y a des grands et inversement, tout comme les gros existent et parce qu'il y a des maigres et inversement, la fiction ne peut exister sans réalité. Parfois, on dit que la réalité dépasse la fiction. C'est ce qui s'est passé il y a quelques jours lorsque les créateurs de la série South Park ont décidé de ne plus s'attaquer à la figure de Donald Trump parce que pour eux, disent-ils, la satire est devenue réalité. Ils ont déclaré avoir essayé de se moquer de ce qui se passe aujourd'hui à la Maison-Blanche, mais ce qui se passe étant plus drôle, entre guillemets, que tout ce qu'ils auraient pu imaginer, ils n'ont pas pu rivaliser et ont décidé d'arrêter. Bizarrement, une bonne fiction se doit d'être vraisemblable, comme si c'était possible, comme si ça pouvait arriver dans la vie en sachant pertinemment que ça n'arrive jamais. Une bonne fiction, c'est quand on croit à l'histoire, qu'elle est plausible, et quand elle ne l'est pas, eh bien on juge le scénario farfelu, tiré par les cheveux ou simplement mauvais. Bref, ça nous paraît invraisemblable et on n'y croit pas. Et paradoxalement, quand des choses réelles nous paraissent invraisemblables, on a du mal à y croire et on ne les intègre pas ou très difficilement dans la réalité. Bon nombre d'entre nous ont toujours du mal à réaliser que Donald Trump est bel et bien le 45e président des États-Unis. Dans une satire, c'est précisément l'écart entre la réalité et la fiction qui est important. Si cet écart est trop grand, si le sujet est assez peu critiquable, alors la caricature n'a pas de sens. On s'est rarement foutu de la gueule de Gandhi ou de Martin Luther King. Et pour cause. Si cet écart est trop faible, voire inexistant, et si le sujet est tellement critiquable qu'il en devient invraisemblable, alors la caricature disparaît d'elle-même. Comme si le vrai Trump donnait tellement d'importance à la caricature qu'on pourrait faire de lui, qu'il avait décidé de s'en attribuer, voire de s'en arroger les codes, de l'incarner lui-même et de pouvoir tuer toutes les nôtres et les critiques qui vont avec. Nous avons besoin de cet écart entre la réalité et la fiction, de ce décalage, pour que nous puissions avoir l'espace, la marge de manœuvre d'en rire. Quand on découvre des comportements blâmables ou des phrases chocs prononcées en privé par des personnalités politiques, eh bien, les imitateurs, les caricaturistes, les journaux satiriques s'emparent de ces informations et nous livrent généralement leurs meilleures moqueries pour notre plus grand plaisir. Parce qu'à la base, c'est fait en loose day, c'est pas fait pour être mis au grand jour et quand ça sort, on est satisfait d'avoir été mis au courant de quelque chose qu'on n'aurait jamais dû savoir et de cette satisfaction naît le plaisir d'en rire. Je ne m'étendrai pas sur les exemples qui foisonnent en ce moment avec l'affaire Fillon et les emplois présumés fictifs, oserais-je dire fictionnels pour l'occasion, de son épouse et de ses enfants. Mais quand c'est affirmé en public, assumé et sans sourciller, je parle plus de Fillon, là c'est une autre affaire. Comme le cumulard Vauquier, président de la région Rhône-Alpes et député de la Haute-Loire, qui a atteint son plafond d'indemnité de 8 230 € bruts par mois et qui réclame aujourd'hui une hausse de ces mêmes indemnités de 1 000 à 1 500 € afin d'éviter, selon un proche à lui, je cite, de dormir dans la bagnole. Comme Alain Minck, soutien de Macron, qui a estimé la semaine dernière que l'affaire Fillon ne serait sûrement pas sortie si les députés étaient mieux rémunérés. Quand paiera-t-on décemment le métier politique, avait-il osé demander en préconisant que les parlementaires devaient percevoir au moins 10 000 € mensuels. Ou comme Gérard Collomb, maire de Lyon et autre soutien de Macron, qui avait avoué une semaine auparavant vivre un vrai cauchemar parce qu'il était tombé à 4 000 € par mois. Là, la blague se suffit à elle-même et nul besoin de s'échiner à en faire une caricature. Le travail est pré-mâché, mâché et livré clé en main. Encore une fois, c'est tellement gros et invraisemblable qu'on n'y croit pas. On se dit, bah non, c'est pas vrai, ils n'ont pas pu dire ça. On chercherait volontiers la main qui tient la marionnette, mais non, ce sont bien eux qui prononcent ces phrases avec assurance et sang-froid. Mais le temps de réaction est trop long et le rire n'est plus le même, il devient gênant. Quand les caricaturistes se dessinent eux-mêmes, généralement le dessin est mauvais. Et c'est risible parce que le dessin est mauvais, pas parce que le dessin est drôle.
Ça me fait penser à ces faux déménageurs de piano qui, il y a une vingtaine d'années, étaient entrés dans le hall d'un immeuble londonien en vue de dérober le magnifique Steinway qui trônait dans le hall. Ils avaient prétendu devoir le récupérer pour le réviser et hop, en 2-2, de la manière la plus assumée possible et avec un aplomb extraordinaire, ils ont volé un instrument d'une demi-tonne et d'une valeur d'environ 100 000 €. Là, l'uniforme est différent, ils sont en costume cravate sur mesure, mais leur procédé est identique. Ils arrivent avec leurs gros sabots, les plus gros possibles, ils nous embrouillent vite fait mal fait, et ils se tirent avec la caisse en nous laissant comme 2 ronds de flanc. Non contents de nous voler notre argent, ces gens-là nous volent aussi le pouvoir de nous moquer d'eux. Et ça, c'est pas de la fiction, c'est la réalité. Triste réalité, c'était Lucas Lemoff, il revient le mois prochain et en ce moment Lucas Lemoff a plutôt la rage. Merci Lucas, à bientôt. Séquence que l'on pourra voir sur les réseaux puisque cette séquence vient d'être filmée. Voilà, Caramel Mou, c'est presque fini. On va juste se quitter avec quelques propositions de concerts. J'en ai 2 ou 3 pour vous. D'abord, il y en a une, elle est à venir. Ça se passera le 23 février à Samba-Résille et l'association Mandala Bouge organisera un concert de Impérial Orphéon donc 23 février à Samba-Résille Impérial Orphéon. Il y a 4 places à gagner illico si vous téléphonez tout de suite à Campus 05 34 336 009 05 34 336 009. 4 places à gagner donc pour le concert d'Impérial Orphéon le 23 février prochain à Samba-Résille. Et puis pour ceux qui veulent aller en ville ce soir pour écouter de la musique, je leur propose 3 choses. D'abord à l'Impro, la Ritana Tropicale à 20h30, donc c'est dans pas très longtemps, la Ritana Tropicale qui nous revient de Cuba. Il y était encore il y a une petite quinzaine de jours, donc je suppose que sa musique va être encore gorgée de caliente ce soir. Nakarato Trio que l'on a écouté juste avant la chronique de Lucas Lemoff. Nakarato Trio sera ce soir au Bijou à partir de 21h30 et puis ce soir et toute la nuit, ça va durer jusqu'à 2 ou 3 heures du matin à Mixar Miris. Grosse soirée organisée par Un Archi dans le Yucca avec notamment la présence des Lyonnais de Schrom. Voilà, Caramel Mou, cette fois c'est terminé pour aujourd'hui. Dans 2 minutes vous retrouvez Mr. Waldo et WeFunk pour un B-side des familles et nous on se retrouve dans une quinzaine de jours la semaine prochaine. Pas d'émission, salut les filles, bye. Caramel